Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Écoute, le thème d'aujourd'hui, la question que je pourrais te poser, c'est pourquoi les gens, une type de gens qui vont dans des clubs échangistes. Y a-t-il un profil type de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils vont chercher et pourquoi vont-ils dans ce genre d'endroit? Quelle est ta réflexion là-dessus? Donc parlons des boîtes échangistes, puisque c'est la question. C'est vrai que tout le monde n'y va pas, mais en même temps, il y en a quand même, il y a pas mal de couples qui vont fréquenter, des couples et des célibataires, mais quand même, souvent des couples quand même, qui vont fréquenter les boîtes échangistes. Donc déjà, souvent, c'est parce qu'il faut de l'intensité dans le couple, et là, on est dans l'intensité sexuelle, et que souvent, on dit comme ça, mais c'est pas forcément faux, c'est pas forcément vrai, mais il y a quand même une vérité là-dedans, qui est qu'au fil des années, le désir s'émousse. Le désir sexuel s'émousse, voilà, il y a une forme d'insensibilité, d'anesthésie due au fait que on connaît beaucoup le partenaire et qu'on tourne à deux, quoi. Et donc, tourne à deux, c'est le cas de le dire. Donc les boîtes échangistes permettent justement de pimenter, d'ouvrir, d'allumer le désir en fait, avec une tierce, avec deux tierces, voilà. Donc c'est quelque chose en plus qui transgresse les interdits. Souvent les boîtes échangistes sont vues pour une majorité de personnes comme étant transgressifs, ce sont des lieux de transgression par rapport aux normes, et donc il y a une excitation à faire quelque chose qui n'est pas qui est sain, interdit, qui est interdit, qui n'est pas normal, qui n'est pas... Pour les communs des mortels, qui va être transgressif quelque part. Et notamment qu'un rapport avec la sexualité vraiment en bas de la ceinture. Il y a pas de... Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui y vont, parce qu'il n'y a pas d'émotionnel en général, c'est vraiment instinctuel, et du coup c'est vu comme un lieu non dangereux au niveau de l'affect. Donc c'est pour ça que beaucoup de couples l'utilisent, utilisent les boîtes échangistes pour se dire bon, on va s'amuser. C'est aussi paradoxalement, c'est des lieux où il y a beaucoup l'enfant libre, enfin la part enfant libre, c'est-à-dire l'enfant qui a envie de s'amuser, de jouer. Il fait ce qu'il veut là. Là c'est la fête. Là il y a des jouets. Là il y a des jouets. Il s'amuse. C'est l'enfant s'amuse, c'est la cour de récré pour les grands. Il y va pour s'amuser. Mais il y a beaucoup de ça. Il a le droit quelque part. C'est des lieux où je vais m'autoriser des choses que je m'autorise pas. C'est un peu la grande récré, quoi. Voilà, pour les adultes et pour les grands. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis c'est aussi des lieux. Alors parfois les personnes utilisent, certains profils de personnalité vont utiliser ces lieux pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de se lâcher. Par exemple, les introvertis, personnes qui sont très effacées ou très timides, etc., qui ont du mal à prendre leur place et à s'affirmer. Elles vont parfois dans ces lieux-là pour se lâcher, en fait, pour dire tiens, là je m'autorise parce que c'est un cadre, c'est cadré. Donc là je me lâche. Chose que je ne m'autorise pas sur la vie publique et dans ma place sociale. Là, voilà, là je vais m'autoriser. Là j'ai le droit, je me lâche. Et en me lâchant, à ce moment-là, je vérifie que je peux le faire. Et que c'est une manière de me valider dans ma prise de place. Tu vois ? J'ai le droit de me lâcher, par exemple, pour une femme qui se veut respectable, etc. Elle va dans cet endroit. Avec tout un tas de valeurs qui lui collent à la peau. Je suis dans un poste à responsabilité, je dois jouer la femme sérieuse. Dans ma vie, je suis sérieuse, je suis une bonne épouse, je suis machin. Bon, voilà, puis je ne prends pas trop ma place, je suis introvertie, tout ça dans les groupes, au boulot, par exemple. Là, je vais dans une boîte échangiste, donc du coup, je peux me taper 3 mecs, 4 mecs, j'en sais rien. Je me donne une autorisation, par exemple. Et à ce moment-là, quand je me vois me lâcher, il y a quelque chose qui se libère, dans le sens, ah ouais, ça donne de l'expansion de se lâcher. Parce que sinon, je suis toujours en rétention. Je me remplis de quelque chose que je m'autorise, c'est une autorisation que je me donne. Je m'autorise de l'autorisation que je me remplis de l'autorisation que je me donne. Et du coup, ça fait du bien, ça me détend. Et je peux transposer ça ensuite dans ma vie ordinaire en me disant, tiens, est-ce que je peux ça ne veut pas dire m'autoriser à me faire pénétrer par 3 mecs, c'est pas ça l'idée. Mais je m'autorise à me donner des permissions dans ce lieu. Donc dans ma vie, je peux aussi m'autoriser à me donner des permissions et à être beaucoup plus alignée, plus affirmée dans des situations professionnelles par exemple, ou dans des réunions de travail par exemple. Voilà. Donc je peux m'affirmer davantage parce que là je me donne une permission que je ne me donne pas d'habitude. Et quand je me lâche et que je vois que c'est pas dangereux de me lâcher dans la boîte échangiste, parce que c'est très... En fait, les boîtes échangistes, c'est extrêmement cadré, c'est très codifié, c'est très respectueux. C'est les hommes, s'il n'y a pas la femme qui donne... Si la femme ne donne pas le consentement, ils ne bougent pas. Ils attendent vraiment le consentement de la femme. Aucun homme ne bouge s'il n'y a pas de consentement.
Donc ça, c'est vraiment un principe. Du coup, il y a une manière de se sentir en sécurité. D'accord. Et la femme, on attend d'elle qu'elle dise oui, qu'elle dise non. Si elle dit non, bah, c'est vraiment non, c'est très tranquille. Hein. Ouais, oui. Si elle dit oui et qu'elle a envie de dire non, ça c'est un peu embêtant. Mais c'est un autre problème. Mais il y a aussi, ça peut être aussi un lieu d'expérimentation, simplement pour travailler le oui et le non. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, mais c'est des lieux d'exploration justement où on est confronté à poser ses limites. Est-ce qu'il n'y a pas danger non plus que ça devienne une addiction quelque part, et qu'on détruise quelque part après le couple? Parce qu'on tente ça en termes de se dire il faudrait peut-être qu'on mette du piment dans notre vie aujourd'hui sexuelle. Il y a un accord tacite du couple, et puis après on peut tomber dans un extrême en disant ça remplit, et le couple ne se retrouve pas, parce qu'en fin de compte il passe son temps à dire je veux encore, j'en veux encore plus, j'en veux encore plus. C'est ça le problème de l'humain, c'est qu'on est toujours dans une attente, l'attente est remplie et on repart de notre attente. Et là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'effet pervers de se dire justement du fait d'avoir cette codification, ces règles qui font qu'on est à l'aise et qu'on se dise là je peux avoir du sexe à outrance, on y goûte et on se perd dedans? Bon. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est plutôt, effectivement, c'est peut-être pas l'expérience, Véronique. C'est un peu plan-plan, et donc on va s'exciter un peu avec des jouets humains à l'extérieur. On fait des explorations. Souvent, il y a des femmes qui sortent traumatisées en disant oui, ok, je l'ai fait un peu pour toi, pour te suivre, parce que ça t'excitait, mais moi, ça me traumatise. Donc ça peut déjà des fois s'arrêter direct. Soit effectivement, le couple y trouve son compte. Ils peuvent continuer l'échangisme, pas sous la forme des boîtes, mais aussi sous la forme de rencontres de couple. D'accord, oui, bien sûr. De couple ensemble, c'est une autre manière de fonctionner. Soit ils ont fait mumuse, ils se sont amusés, ils se sont un peu excités, et finalement, ils préfèrent continuer de s'amuser entre eux parce que il y a quand même un côté que sexe quand même dans les boîtes échangistes. Hein. Oui, on y va pour ça, forcément. Donc, tu parlais d'addiction sexuelle peut-être, mais là c'est ou d'excitation, tu vois, d'addiction à l'intensité. Voilà, je parlais de la démarche, je dis on y va par curiosité, et cette curiosité qui peut aider thérapeutiquement parlant, tombe après en disant je peux plus m'en passer, quoi. Ouais. C'est là où... c'est rare quand les couples, là tu parles plutôt d'un individu, il peut y avoir, mais en couple, si on reste sur le couple, c'est rare quand le couple devient addict. Ne peuvent pas se passer addict, je ne peux pas me passer d'aller dans les boîtes échangistes, c'est plutôt rare, on va faire de l'échangisme, c'est plutôt rare. En général, ils ont décidé ça en commun, c'était un partage commun, c'est une ouverture commune, c'est voilà, on fait ça, on partage quelque chose de différent ensemble. Et en général, ils ne sont pas dans le manque si ceci ne se passe pas. Par contre, ce qui est à regarder, c'est cette fuite du désir au sein du couple. C'est pas la boîte échangiste ou les tierces qui vont rencontrer qui vont régler le problème. Hein. C'est qu'est-ce qui se joue dans la distance relationnelle qui fait que le désir s'émousse. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est un autre sujet. Ça. Oui, mais on va répondre à un problème, encore une fois, de se dire dans notre couple, c'est plan-plan, donc là, on va chercher l'intensité qu'on va trouver. Et on revient dans son couple, où cette intensité n'est pas forcément là, donc on recrée encore quelque chose. Oui, parce que le vrai problème, il n'est pas... La réponse, ça ne va pas être dans la boîte échangiste. Il faut déjà examiner quelle est la dynamique qui s'est installée, qui fait que le désir s'est émoussé dans notre histoire. Et donc, des fois, c'est plus des histoires de maximisme. Alors, on revient sur le maximiseur, dépendant contre dépendant, maximiseur, minimiseur, même chose. Donc, il y en a un à qui je donne le pouvoir, et l'autre, il se sent envahi, l'autre, il se sent paniqué, abandonné. Donc, on est plutôt dans des dynamiques psychologiques comme ça, qui fait que le désir s'émousse. Après, on trouve une réponse en couple d'aller dans les boîtes échangistes, jouer à la grande récré. Mais ça excite un peu, mais ça ne règle pas le problème. Parce que le problème n'est pas l'intensité ici, mais plutôt une dynamique relationnelle du couple. Attention quand même, peut-être, dire ok, allons-y, mais aussi conscientiser le fait qu'on va se perdre peut-être aussi. Alors se perdre ou pas se perdre, mais ce qui peut être intéressant, en tout cas ce que tu pointes là, ce qui peut être important, c'est on fait des explorations, on décide, on est en couple, on dit on va s'ouvrir, on va aller faire une exploration dans une boîte échangiste par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un débrief à la fin. Moi, je vous invite vraiment à le faire comme ça. De ne pas juger l'exploration, parce que ça ne sert à rien d'arriver et de revenir chez soi. Oh, c'était glauque, t'as vu l'autre, t'as vu ce... Ça, c'est pas très intéressant. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait? Donc, de faire un débrief émotionnel. Qu'est-ce que j'ai ressenti ou qu'est-ce que je ressens maintenant après avoir été là-bas? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu dans la relation avec toi? Qu'est-ce que j'ai vécu dans la relation avec moi? Qu'est-ce que ça m'a... Quelles sont les prises de conscience?
quels sont les endroits où j'étais dérangée, les endroits où j'ai trouvé ça agréable. Et c'est un temps de parole en fait, et chacun a son temps de parole pour débriefer, et je t'écoute et tu m'écoutes. Oui. Et c'est ça qui peut être intéressant dans les explorations. C'est plutôt avec quoi qu'est-ce que je ramène de ça, dans mon vécu, pour pouvoir mettre sur table et mettre en lumière ce qui s'est joué pour moi. Parce que après, qu'on discute du lieu et de ce qu'on commente et qu'on juge, ça n'a pas tellement d'importance en fait. Ça ne va rien changer dans notre relation à nous. Voilà. C'est ça qui me paraissait important à dire. Je pense qu'il y a le mode d'emploi quand même. Donc il faut tenir compte. Très bien. Merci beaucoup Véronique. De rien. Bonne journée. Au revoir.